Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Salut mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Rappelons qu'une femme est tuée par un proche toutes les 10 minutes dans le monde. Et en France, les chiffres sont absolument terrifiants. 107 femmes tuées par leur conjoint en 2024, 5 femmes assassinées la semaine dernière, une hausse des violences sexuelles, incluant les viols et les suicides forcés de 280% en 7 ans. La colère brûlait dans les rues de France samedi. La violence faite aux femmes, c'est immense. Je suis moi-même une ancienne victime. C'est inimaginable le nombre de femmes qui sont victimes. On veut des hommes qui viennent en manifestation, mais on veut aussi des hommes qui, au quotidien, soutiennent ce genre de combat. La question est brûlante. Comment renforcer une protection jugée insuffisante, la protection des femmes? Un rapport remis aujourd'hui au garde des Sceaux propose de créer une justice spécialisée, comme en Espagne, à quand un électrochoc véritable en France. On en débattra ce soir et on vous retrouvera en dernière partie de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour un spécial musique. Oui, Elisabeth, Jimmy Cliff est mort, vous savez, c'est un grand nom de la musique, un grand nom de la Jamaïque aussi. Il est souvent associé au reggae, reggae night bien sûr, mais il n'y a pas que cela, nous parlons du ska. Du ska? Fou ça. Et vous, Marie? Rien à voir. Moi, je vais vous faire danser la birbandoule et découvrir un nouveau courant musical français très particulier. C'est de la techno médiévale. Ça cartonne. Ça, c'est vraiment du pur Bonisseau. À tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons la violoniste et écrivaine Léonore de Recondo, descendant d'exilés politiques espagnols ayant fui en 1936 le franquisme. Elle publie un livre-poème sur l'exil qui est aussi une ode aux femmes qui se sont battues pour l'amour, la fraternité et la liberté, valeurs haïes par le dictateur Franco, mort il y a 50 ans. On la retrouve tout de suite. Léonore de Recondo, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye Bonsoir. et Benjamin Sportouche. On vous reçoit à l'occasion de la parution chez l'Iconoclaste de ce très beau livre hybride, moitié roman, moitié remémoration, moitié poème, Marcher dans tes pas. Il y est question de Félix, votre père, d'Enriqueta, je le prononce mal, votre grand-mère, très bien. et puis aussi d'un personnage de l'histoire collective, Federico García Lorca, le poète, qui disait d'ailleurs « Rester un enfant, c'est devenir un poète ». Ça vous parle? Ah oui, il avait cette fraîcheur et puis cette liberté tellement importante qui est celle des enfants, instinctive. García Lorca, fusillé donc par les franquistes en... Quelle année? 36. En 36, c'est une date dont on va reparler. Mais d'abord, votre profil idéal. Léonore de Recondo, votre dernier livre évoque votre famille paternelle, son départ en 1936 de l'Espagne pour la France à cause de l'avancée des troupes franquistes. Alors, lorsque nos aïeux ont subi l'exil, que faire de l'histoire qu'ils nous lèguent après leur décès? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. En 1936, votre père Félix a 4 ans lorsqu'il doit fuir Irún pour Hendaye avec sa mère Enriqueta et une partie de la famille. Félix vit en France, il rencontre Cécile, vous naissez en 1976, vos 2 parents sont artistes. En 2020, 5 ans après la mort de votre père, le Centre culturel d'Irún organise une exposition de ses dessins, peintures et sculptures. Si Félix avait été là, il aurait été vraiment très heureux de revenir dans cette ville où ses parents avaient cette maison. Artiste, vous aussi, violoniste dès l'âge de 5 ans, vous vous intéressez en particulier au répertoire baroque. Mes parents m'ont appris à vivre pour la beauté du monde. Vous publiez votre premier roman en 2010. Dans le deuxième, vous vous inspirez déjà de votre ascendance espagnole. Cette partie de la famille, je l'ai très peu connue et j'ai voulu me la réapproprier en l'écrivant et en la romançant, bien sûr. C'était ma manière à moi de les rencontrer et de les aimer. Vos livres se penchent sur les questions d'identité, de frontières et de quête de soi. En 2017, avec Point Cardinal, vous traitez ces thèmes en créant le personnage d'un homme, père de 2 enfants, amoureux de son épouse et qui se sent femme. Je pense que chacun, un jour ou l'autre de notre vie, on se pose cette question-là. Est-ce que je suis telle qu'on me voit? Parfois on répond non, et là il faut y aller, et Laurent y va. Il va devenir le reine. En 2019, avec Manifesto, vous évoquez la mort de votre père et abordez en filigrane ce qu'il vous a transmis. On a toujours eu un rapport tous les deux très fort autour de la création. Aujourd'hui, avec Marcher dans tes pas, vous revenez sur l'année 1936. Vous centrez en particulier votre roman sur votre grand-mère Enriqueta et vous précisez « C'est un livre où je m'engage politiquement dans une certaine idée de l'accueil et de comment il faut être au monde ».
Ça se passe en 1936 au début, on est le 18 août 36, pendant que cuit le riz au lait à la cannelle. Il y a 4 phrases. On part, il fusille, on laisse tout, on a 10 minutes. Et là, c'est le début dans la douleur et l'arrachement d'une deuxième naissance, en quelque sorte, pour ceux qui vous ont précédé, votre grand-mère et votre père. Oui, ils perdent tout. Ils perdent tout et ils partent tous. C'est-à-dire, il y a les grands-parents, ma grand-mère, ses parents à elle, et les enfants. Donc, c'est vraiment 3 générations qui vont traverser ce pont dans ce mouvement. Le pont qui mène d'Irun à Hendaye. Voilà, pont international. Ils ont 10 minutes pour partir. Et ce mouvement, je pense c'est une sorte de tellement rapide, je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte de la puissance. Enfin, certainement, ils le savent, mais si c'est irrémédiable, je ne suis pas sûre qu'ils s'en rendent compte, parce qu'on a quand même toujours l'espoir de revenir. Et vous notez que dans le cas de votre grand-mère et de toutes ces femmes qui sont parties en 10 minutes pour fuir les franquistes, qui fusillaient tout le monde, elles prenaient les manteaux alors qu'on était le 18 août, ou le 16 août, ou le 17 août. Et vous avez toujours cette notation, ce rapport aux objets de l'infraordinaire, qui disent tout, des vies déchirées. C'est ça, c'est le quotidien de l'exil qui m'intéressait. Et j'ai regardé beaucoup de photos, et en effet, sur toutes les photos d'après, mais de tout cet été, on voit des femmes, et je me suis imaginé que quand elles étaient dans leur entrée, le dernier geste qu'elles faisaient, avant de partir avec les enfants, c'était quand même de prendre un manteau, parce qu'on ne sait jamais, et je suis sûre qu'on ferait pareil. Léonore de Recondo, vous avez entamé des démarches pour obtenir la nationalité espagnole, comme pour réconcilier donc identité et nationalité. Pourquoi c'était si important? Est-ce que vous vous sentez réconcilié avec vous-même parce que vous avez cette nationalité espagnole aujourd'hui? Je ne sais pas si j'étais en rébellion contre moi-même. Je n'étais pas en guerre. Mais quand j'ai su que le gouvernement espagnol promulguait cette loi, qui s'appelle la loi pour la mémoire démocratique, donc déjà, je trouve que c'est un très, très beau nom. En 2022, elle a duré 3 ans. Il y avait un temps limité. J'ai trouvé que c'était une main tendue vers les perdants. Et d'accueillir en son sein à nouveau les perdants, il m'a semblé que c'était un très beau geste. Et pour moi aussi, c'était un geste qui faisait que j'allais pouvoir écrire depuis ce territoire-là, et pas seulement depuis l'extérieur, depuis la France. Oui, et faire avec ce livre un pont, en quelque sorte. À nouveau, un pont entre Irun et Hendaye. Exactement. Ils sont partis, ils sont devenus apatrides pendant des années, ils ont tout laissé, ils ont tout perdu, votre famille, d'autres familles aussi, sauf la langue. La langue basque. Et vous faites remarquer Euskaldoun, être basque, ça se traduit par avoir le basque, comme si on avait une valise. Exactement. Et on n'a plus que ça. Mais c'est vrai, d'ailleurs, on voit dans les familles d'immigrés et d'exilés, qu'est-ce qui reste? La langue et la cuisine. Donc un gâteau de riz et une langue basque. Et c'est vrai que les Basques n'ont pas de papier d'identité, mais ils ont leur langue, au nord et au sud, qui les relie. Et ça se dit dans la langue. Quand cette femme m'a dit qu'on ne disait pas être basque, mais avoir le basque, et puis pour une écrivaine, évidemment, c'est vraiment la mise en abîme de la littérature. L'exil, les départs, l'arrachement, l'espérance d'une nouvelle vie ailleurs, ça résonne avec aujourd'hui. Évidemment. Vous voulez raisonner. Je veux dire, je pense qu'il est important de s'engager à un certain moment, surtout avec cette histoire passée. Et au regard du passé, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Toutes les femmes qui partent avec un manteau et des enfants, partout dans le monde. Toutes les frontières qui se ferment, le repli sur soi et le fascisme. On est un siècle après, l'histoire bégaie. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai pas grand-chose. J'ai une arme, j'ai l'écriture. Je m'engage à raconter cette histoire pour qu'elle résonne et peut-être qu'elle nous rappelle à l'ordre quelque chose. Et comme disait votre ami, à travers le temps, Garcia Lorca, de nos jours, le poète doit s'ouvrir les veines pour les autres. Vous souscrivez à ça aussi? Mais absolument. Et la poésie, c'est l'universalité de la littérature. C'est là que ça se passe et les poètes doivent vivre. Alors, on va évoquer avec vous, Léonore de Recondo, et avec Anna, le fait qu'en Espagne, en ce moment, Franco et la dictature espagnole, qui travaille beaucoup la psyché collective, sont absents des manuels scolaires. Mais oui, en théorie, la première fois que les jeunes Espagnols sont censés entendre parler de la dictature et de la guerre civile, c'est en seconde, au lycée donc. Mais cela dépend, 1, de la volonté des régions qui sont autonomes et décident de leur propre programme scolaire, et 2, du bon vouloir des enseignants. Résultat, les connaissances des ados sur le sujet sont très superficielles, voire inexistantes, et ça inquiète beaucoup la presse espagnole, car les jeunes sont de plus en plus nombreux à se tourner, on va le voir, vers des mouvements néo-franquistes, ou à reprendre même des chants franquistes qu'ils ont appris sur TikTok, sans même connaître le contexte autour. Alors la preuve qu'il y a encore du chemin à faire, c'est qu'une étude de 2022 nous montre que les Espagnols de 16 à 32 ans en connaissent
connaissent plus sur la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale que sur la guerre civile qui a eu lieu dans leur propre pays. Vous, Léonore de Recondo, est-ce que ça vous surprend que votre deuxième pays mette presque sous silence cette dictature qui a pourtant duré plus de 36 ans à l'école? Oui, évidemment, mais c'est aussi lié à l'histoire de la transition en Espagne. Pour faire très rapidement, c'est Franco décide de mettre Juan Carlos sur le trône, c'est son successeur, au prix d'une loi de l'oubli, d'une amnistie. Et l'amnistie, c'est aussi l'oubli total. Donc des deux côtés, c'est l'amnésie, exactement. Et l'amnésie, c'est jamais très bon. Il ne s'est pas du tout passé ça en Espagne. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour moi, d'un point de vue français, mais aussi espagnol aujourd'hui, de raconter cette histoire et que les républicains reviennent. Alors aujourd'hui, l'Espagne est une démocratie, mais ce n'est pas une république, c'est toujours une monarchie. Et que les républicains reviennent au cœur du débat et de la mémoire, et de dire ce qui s'est passé, ça me semble très très important. Il a fallu 50 ans pour que le mausolée à la gloire de Franco soit enfin transformé. Oui. On le voit là, ça paraît important. Après la Movida, quand même, un mouvement qui a tout bousculé en Espagne, mais pas cela. Oui, parce que je pense qu'il y avait un tel besoin de souffle, de culture, que les Espagnols se sont dit « allez, on va vivre en fait ». On va vivre, on va laisser tomber le silence, la chape de plomb. Donc il a fallu ça, mais maintenant il faut se rappeler. C'est vrai, quand je parle à mes amis espagnols, comme vous le dites, qui n'ont quasiment pas étudié la guerre d'Espagne et la guerre civile, mais j'en sais plus qu'eux, quoi. Et ça, c'est fou. Il y a quelques femmes résistantes qui ont lutté pour la liberté, pour l'amour, contre le fascisme. Il y en a une, Lola Iturbe, peut-être c'est un modèle pour vous, je ne sais pas. Elle avait créé un journal d'ailleurs, elle avait créé une revue, Les Femmes Libres, Mujeres Libres, qui était mieux quand vous le dites. qui était écrite exclusivement par des femmes et pour les femmes. Oui. Et on voit todas mujeres a la lucha, que toutes les femmes vont à la lutte. Et ça, oui, je trouve que c'est des profils dont je voulais parler, parce que ma grand-mère, elle résiste de l'intérieur, on va dire, mais je veux pas qu'on oublie non plus les femmes qui sont allées sur le front, qui se sont engagées dans Felicia Brown, l'anglaise, Gerda Taro, la photographe, première femme photographe de guerre, morte sur le front en 1937. Et celles qui sont dans les brigades internationales, celles qui les journalistes, le travail que vous faites là. Nous sommes des culs de plomb. Non, mais on ne sait jamais, Elisabeth Quint. Donc c'est important. Il faut se souvenir de la présence de ces femmes. Merci Léonore de Recondo. Votre nom maintenant, puisque vous avez la nationalité espagnole. Léonore de Recondo Humo en Espagne. Et voilà, puisque vous avez la double nationalité. Exactement. Depuis ces démarches que vous avez faites et que vous racontez dans Marcher dans tes pas chez l'Iconoclaste. Merci infiniment d'être venu dans 28 minutes. Et on va passer à notre débat sur l'explosion des violences commises contre les femmes en France au XXIe siècle. Assassinat, suicide forcé, viol, harcèlement, contrôle coercitif. Une femme tuée tous les 3 jours l'année dernière et les chiffres sont en augmentation. Comment expliquer cette faillite collective? Défaillance de la prévention dès le plus jeune âge, parole des femmes pas assez prise en compte, masculinisme revanchard, décomplexé, favorisé par les réseaux sociaux. On en débat avec notamment un des 2 magistrats auteurs du rapport sur les violences intrafamiliales remis cet après-midi au garde des Sceaux, après la mise au point. Comme ce soir dans plusieurs villes de France, des manifestations contre les violences faites aux femmes se sont déroulées samedi dernier. À Paris ou Lille, le collectif Nous Toutes a répertorié un nombre de féminicides en augmentation en France sur l'année 2025. Il y a 149 féminicides. Il y en a eu 4 le 20 novembre. 4 en une journée. Et nous ne comptons même pas, par ailleurs, les suicides forcés qui sont estimés à 900. Ces chiffres racontent les vies brisées, les coups, les humiliations, les viols et l'emprise. Cette jeune femme de 20 ans a osé pousser la porte d'un commissariat il y a quelques jours. M'a roué. Le coup de poing, le coup de pied. Après plusieurs mois de violence et 2 tentatives de suicide. J'ai pris des médicaments par épuisement, par peur d'être abandonnée, de ces réactions. Jusque-là, qu'est-ce qui vous empêchait de porter plainte? J'avais de la pitié et de la peur. Inès Messelem avait elle aussi fini par porter plainte 6 fois. Mais en septembre dernier, elle a été tuée par son ex-conjoint laissé libre. La famille dénonce l'inaction des autorités. La police a été avertie à de nombreuses reprises, un téléphone grave danger a même été donné. Et malgré ça, rien n'a été fait. Les premiers meurtriers, ça reste la justice.
2 magistrats préconisent dans un rapport rendu aujourd'hui au garde des Sceaux de mieux repérer les signes de domination et les risques, tandis qu'une proposition de loi transpartisane présentée hier à l'Assemblée nationale entend mieux protéger les victimes. Elle comble les angles morts du droit. Elle propose une prise en charge adaptée, un accompagnement digne, une justice accessible et une prévention enfin à la hauteur. Alors les violences faites aux femmes révèlent-elles une faillite collective de l'État et de la société ? Comment sauver des vies en danger ? Faut-il s'inspirer de l'Espagne, qui a réussi à réduire de moitié le nombre de féminicides ? Voici nos 3 invités. Éric Corbeau, bonsoir. Vous êtes procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux et vous êtes le co-auteur précisément avec Gwenola Joly-Coz du rapport à vif qui a été remis aujourd'hui au garde des Sceaux et qui vise à mieux prévenir les violences intrafamiliales. Selon vous, la France a besoin d'une révolution de genre, pas moins, pour surmonter les logiques patriarcales. Une révolution au niveau individuel, mais aussi dans les institutions. Mini Gounbaye à côté de vous, bonsoir, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui a créé et qui gère la ligne d'écoute 3919 qui est dédiée aux femmes victimes de violences et qui est accessible, il faut le rappeler, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Selon vous, chaque année, 100 000 femmes appellent le 3919. Le problème, c'est que les associations vers lesquelles vous les orientez n'ont plus les moyens ou n'ont plus suffisamment de moyens pour les accueillir. Et à côté de vous, Céline Marcovici, bonsoir, avocate au barreau de Paris. Vous êtes présidente de l'association Avocats, Femmes et Violences et je signale votre ouvrage. Madame, il fallait partir. Comment la justice achève les femmes victimes de violences conjugales ? Selon vous, l'arsenal juridique de lutte contre les violences faites aux femmes est aujourd'hui suffisant, mais c'est son application qui fait défaut. Et on démarre le débat, Benjamin, avec l'acronyme du jour pour qu'on comprenne ce que veut dire AVIF. AVIF, qui vient donc de violences intrafamiliales. C'est le titre du rapport rédigé par 2 magistrats spécialisés dans les violences faites aux femmes, dont vous, donc, Éric Corbeau, et que vous avez remis aujourd'hui au ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Vous y préconisez 10 mesures pour, je vous cite, rétablir la confiance entre notre société et le système judiciaire. Mais d'abord, comment vous expliquez notre retard en la matière ? Est-ce que l'État est coupable de féminicide par négligence aujourd'hui ? Je crois que l'arsenal législatif, les textes sont en place, se sont accumulés au cours de ces dernières années. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été rendus sur le sujet. Et là, le garde des Sceaux a souhaité que 2 magistrats se penchent sur l'institution judiciaire elle-même et proposent des choses qui sont ancrées dans le concret, qui ne nécessitent pas une grande réforme, qui ne nécessite pas une loi nouvelle, mais peut-être une réflexion effectivement de genre, sur la manière que nous avons, nous, institutions judiciaires, de prendre en compte ce phénomène, de pouvoir dire que c'est un phénomène systémique, dont les femmes sont victimes, et qu'il faut réfléchir autrement. Mini Gounbaye, est-ce que le constat est alarmant ? On va voir les chiffres. La hausse des féminicides est impressionnante. Comment vous expliquez cela, cette hausse, alors que c'est une grande cause nationale depuis 2017 ? Alors je pense qu'on a eu à un moment donné la grande cause, le Grenelle des violences conjugales. On a été dans un élan qui a porté des politiques publiques et aussi un discours politique fort. Aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression qu'il y a un coup d'arrêt. On entend moins porter cette cause au niveau national et donc ça peut être une explication. Et puis tout à l'heure, vous le disiez en introduction, aujourd'hui, nos associations manquent de moyens. Sur l'année 2026, c'est 30% de moyens en moins annoncés pour nos associations du réseau Solidarité Femmes. Et donc quand on ne peut pas, au bout de la chaîne, accueillir ces femmes qui souhaitent sortir des violences, eh bien, ça donne des situations où on les met en danger à nouveau. Avec plus de dénonciations aussi au quotidien, des femmes aussi le font plus spontanément aujourd'hui ? Absolument. Depuis 10 ans, dans les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a une explosion des enregistrements. Donc ça veut dire qu'on a dit aux femmes, parlez, on va vous croire, on a ouvert les vannes et puis maintenant, on a du mal à les accueillir. Avant qu'on en vienne à l'arsenal de prévention, je voudrais votre réaction, Maître Marcovici, vous êtes avocate. On a entendu le frère d'Inès Misselem dire tout à l'heure dans la mise au point, le premier meurtrier, c'est la justice française. Ça vous inspire quoi, cette réaction à chaud et désespérée du frère d'une victime ? Cette phrase veut dire énormément de choses, effectivement. On a des textes qui permettent de protéger aujourd'hui les femmes victimes de violences de manière très effective. La difficulté, c'est dans l'application de ces textes. Prenons l'exemple de l'ordonnance de protection à la vue le jour en France. En 2010, on a mis énormément de temps. La justice, les juges aux affaires familiales ont mis énormément de temps à les rendre.
là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va tout de même à la hausse. On a de plus en plus d'ordonnances de protection. Je crois que ça doit tourner autour des 4000, mais il y a quelques années, on n'avait même pas atteint les 1000 ordonnances de protection. Et ce que je veux dire également sur l'ordonnance de protection, alors oui, on a les textes. On avance sur les textes, elle a été reformée encore en juin 2024, mais la difficulté, c'est même dans les critères, en fait. C'est-à-dire que nous avons en fait 2 critères essentiels. Et nous, avocats, c'est notre rôle de démontrer que ces critères sont réunis, sont remplis pour qu'il y ait une ordonnance de protection. Il faut prouver la vraisemblance des violences, d'une part, et d'autre part, parce que ce sont des conditions cumulatives, qu'il y a bien un danger actuel. La difficulté, alors, c'est la preuve du danger actuel. Bien souvent, dans les décisions, la vraisemblance des violences, pas de difficulté, on arrive à le démontrer. Maintenant, la notion de danger actuel, et notamment le cas lorsqu'une femme en fait, va quitter le domicile conjugal, encore trop de magistrats vont considérer qu'il n'y a plus de danger, étant donné qu'elle a quitté. Alors que c'est souvent là que ça se déclenche. Absolument. Le nombre de féminicides est beaucoup plus important lorsqu'il y a une séparation. Vous voulez réagir, Éric Corbeau ? Oui, je rejoins... ce qui vient d'être dit sur les mécanismes de protection qui doivent être renforcés, mais je crois qu'il faut maintenant peut-être aussi mettre le projecteur, non pas sur les victimes qu'on protège, il y a des mesures, on doit les développer, mais sur les auteurs. C'est-à-dire qu'il faut aller regarder les hommes, pourquoi ils sont violents et comment ils sont violents. Et là, réagir à ce niveau-là, en déterminant des critères de criticité, des critères de dangerosité, en regardant les actes des auteurs. Par exemple, vous pouvez nous donner un exemple précis ? Qu'est-ce qu'on va regarder chez ces hommes ? Ce que nous écrivons dans le rapport, qui sont des choses que nous avons vécues, parce que ça fait 35 ans que je suis magistrat, ainsi que Mme Jolicose, et que nous exerçons des fonctions au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire. Ce que nous voyons, c'est des signes qui sont des signes très avant-coureurs. Les menaces de mort sont un signe manifeste d'une volonté d'aggravation des choses. La strangulation est un élément aussi déterminant. Et puis, bien sûr, le contrôle coercitif. Tous ces micro-actes de la vie quotidienne qui enferment... Par exemple, là aussi, c'est quoi le contrôle coercitif ? Le contrôle, l'éloignement de la famille, l'éloignement des amis. Pour mettre sous emprise, c'est ça ? Pour mettre sous contrôle coercitif, sous cette cloche, finalement, qui va empêcher la victime et la femme d'en sortir et de jouir de ses droits humains normaux, y compris même dans son domicile. Vous voulez réagir ? Oui, je partage ce qui a été dit là, parce qu'en fait, au 39-19, c'est 14% de femmes qui déclarent être menacées de mort. C'est une femme sur 10 qui déclare des strangulations. Donc en fait, tous ces éléments, effectivement, doivent pouvoir être considérés et être pris très au sérieux, et d'aller voir, effectivement, du côté des auteurs, ce qui se met en place. Et ça, nous, les associations, ça fait effectivement des années qu'on le dit également, parce que on s'intéresse à ce que la victime prouve qu'elle a été victime, et ça fait peser une charge supplémentaire sur les victimes. Alors on va évoquer avec vous trois et avec Anna un autre type de violence, les violences économiques dont les femmes sont victimes. Oui, plus insidieuses, plus sournoises. En France, près d'une femme sur 4 a déjà subi des violences économiques de la part de son partenaire, selon un sondage IFOP qui a d'ailleurs été commandé par votre fédération. Et c'est un chiffre stable par rapport à l'année dernière. Alors, moins visible que les coûts, ces violences, elles ont pourtant un impact néfaste sur la santé mentale des femmes. Il s'agit de les rendre dépendantes financièrement pour qu'elles n'aient ni l'envie ni le courage de partir. Exemple, interdire à sa partenaire d'accepter un travail, confisquer tout ou partie de son salaire, l'empêcher d'avoir un compte personnel et une carte de paiement bancaire. Ce dernier point concerne d'ailleurs près d'une femme sur 3 qui vit en couple en France. Et dans d'autres cas, les hommes contractent même des dettes au nom de leurs femmes qui sont ensuite peuvent se retrouver interdites bancaires. Le cercle vicieux, c'est que les violences économiques et les violences physiques sont intimement liées. Plus les femmes sont vulnérables, plus il est facile pour les partenaires violents de renforcer leur emprise. Alors, des solutions commencent à émerger tout doucement pour les protéger. Depuis l'an passé, les femmes peuvent par exemple ouvrir un compte bancaire à leur nom, en cachette de leur conjoint et sans mention du domicile conjugal. C'est notamment ce que proposent le Crédit Mutuel et la Banque Postale. Et aujourd'hui, un collectif a réclamé dans une tribune qui a été publiée dans Le Monde que toutes les formes de violence conjugale soient désormais inscrites dans la loi. Céline Marcovici, est-ce que les violences économiques dont on vient de parler, c'est l'angle mort aujourd'hui et du droit et des politiques publiques ? Effectivement, ça constitue un vide juridique à ce jour, puisque dans le Code pénal, nous n'avons aucune infraction qui érige les violences économiques ou encore les violences administratives en délit. Ça n'existe pas.
En revanche, il est vrai, quand une femme va aller déposer plainte pour violence conjugale, que ce soit violence physique ou psychologique, qui, elles, sont bien reconnues dans notre législation, l'officier de police judiciaire va systématiquement poser la question êtes-vous victime de violences économiques? Avez-vous accès à votre compte bancaire? Avez-vous accès à vos revenus? Donc ce sont des questions, tout comme les violences administratives, mais pour autant, on n'a pas de consécration légale à ce jour. Mine Gounbaï, c'est vrai que ces violences économiques, elles étaient assez peu documentées jusqu'à maintenant par rapport aux violences physiques. Comment ça s'explique ? Alors, à la Fédération nationale Solidarité Femmes, on considère qu'il y a 7 types de violences conjugales et les violences économiques en font partie. Donc, c'est important parce que les femmes qui nous appellent témoignent toujours de 2 ou 3 types de violences cumulées. Les femmes sont rarement victimes d'une seule violence. Donc, vous voyez là, ce sont nos chiffres 2024. Et donc, pour nous, c'est important de travailler sur l'ensemble du prisme. C'est comme ça qu'on a développé ce partenariat avec le Crédit Mutuel, qui est un outil parmi d'autres. Mais en vrai, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut des politiques publiques globales. Et donc, il faut lutter à la racine sur les inégalités de salaire, sur le temps de travail subi des femmes. 48% des femmes dans cette enquête nous disent qu'elles ne pourraient pas quitter le domicile faute de revenus. Et notre fédération, déjà à la fin des années 70, avait compris cette question-là, puisqu'elles ont mis en place les premières structures d'hébergement pour femmes victimes, pour qu'elles aient un toit sur la tête, parce que sans cela, elles ne pourraient pas partir. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment pour accueillir toutes les femmes victimes de violences conjugales. Absolument. Aujourd'hui, on a besoin de places d'hébergement et on a besoin aussi, au bout de la chaîne, de places de logement. Et l'autre problème, c'est aussi la formation des professionnels de la justice et de la police. C'est un problème récurrent. Écoutez le constat alarmant de la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Quand vous poussez la porte du commissariat, commence la grande loterie. Vous pouvez tomber sur un policier formé ou pas formé, sur un commissariat dans lequel il y a un travailleur social ou pas. Et puis ensuite, tout au long du parcours, chez le procureur, chez le juge d'instruction et jusqu'à la fin, c'est une loterie. Ce que nous voulons faire, c'est mettre fin à la loterie. On veut qu'il n'y ait plus de tickets perdants pour les femmes qui sont victimes de violences. Éric Corbeau, comment vous expliquez cette carence? Ça fait des années qu'on parle de formation. Vous pensez qu'aujourd'hui, tous les magistrats, tous les policiers étaient formés. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Des efforts nombreux ont été faits par la police, par la gendarmerie, par la magistrature également. L'École nationale de la magistrature forme les magistrats en formation initiale et en formation continue. Je dirige avec Gwenola Jolicose une formation du cycle approfondi de lutte contre les violences intrafamiliales à l'École nationale de la magistrature, qui est basée sur les concepts, la connaissance des concepts. Oui. Parce qu'il faut que les magistrats, comme les policiers, comme les gendarmes, deviennent spécialisés, connaissent les concepts, parce qu'on ne peut pas bien juger si on ne connaît pas ce qu'on juge. Et l'emprise, le contrôle coercitif, la mémoire dissociative, les violences dans... C'est quoi la mémoire dissociative, pardon? La mémoire dissociative, c'est, vous savez, ces victimes qui viennent dire on m'a agressé, mais vous savez, la moquette, je me souviens pas, la moquette était jaune. On va voir, la moquette est bleue, parce que le cerveau a disjoncté pendant l'acte et pendant la violence. Donc, ce sont ces choses-là qu'il faut connaître pour bien traiter les victimes, pour bien les écouter, pour comprendre pourquoi effectivement la victime ne se souvient plus exactement pourquoi elle n'a pas pu partir du domicile, pourquoi elle a vécu comme ça dans cet univers clos sans pouvoir s'en échapper. Et si on ne connaît pas ces concepts, on ne peut pas bien traiter ce phénomène. Mais Mine Gounbaï, ces femmes qui vous appellent au 3919, elles vous disent, voilà, on ne m'a pas écouté, ça arrive très régulièrement, on ne m'a pas écouté au commissariat, on ne m'a pas entendu dans ce que je disais, c'est régulier, c'est récurrent? Alors, ça arrive encore trop souvent, mais par exemple, des procès emblématiques, comme le procès Pellico, a eu un effet aussi de Dominique Pellico. Qui était sous soumission chimique. Absolument, donc ça nous a fait monter en compétence sur la question de la soumission chimique, des femmes ont pu appeler pour cette question-là, et dans le même temps, elles nous disaient, mais moi, j'ai pas envie de vivre ce qu'elle vit, en fait. Si porter plainte, c'est pour ensuite en arriver à être traité comme ça, être revictimisé, eh bien, peut-être qu'on va pas rester, on va rester chez nous parce que la revictimisation, elle est très, très violente pour les femmes. Céline Marcovici, Éric Corbeau évoquait la nécessité d'une révolution de genre. On se demande quand même pourquoi il y a une explosion du nombre de féminicides et d'agressions en France. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à un retour de masculinisme, à une haine décomplexée des femmes, l'influence des réseaux sociaux? On essaye de comprendre. Est-ce que vous avez un début, quelques indices? Absolument. À mon sens, l'évolution des réseaux sociaux, vraiment, à vitesse grand V, a forcément une influence
voilà, sur ce phénomène de violence faite aux femmes, sur cette violence genrée. Et c'est vrai qu'en fait, il faut aller à la source finalement. Et on parlait de la nécessité de se rendre dans les écoles. Alors, c'est déjà mis en place. De faire de la prévention dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Effectivement, l'égalité femmes-hommes est un concept très important, mais on disait même, j'ai lu les dernières informations, d'aller même dans les écoles maternelles, en fait, de vérifier, dès le stade de l'école maternelle. Avant, on parlait plutôt du collège, lycée, ils ont école 3 ans à la primaire, maternelle, en éducation civique, mais là, on se dit, pour remonter au plus jeune âge, école maternelle, et vérifier s'il n'y a pas déjà des violences au sein de leur famille. Vous êtes d'accord avec ça, Éric Corbeau? Ça vient dès la petite enfance. Déconstruire ce patriarcat. C'est pas le sujet, mais effectivement, nous sommes quand même adossés à des milliers d'années de domination et de patriarcat. Et la justice a travaillé pendant longtemps sur un code civil Napoléon qui prévoyait le devoir d'obéissance de la femme. Peut-être aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes dans la magistrature pendant des années aussi, qu'elle n'a pas pris à bras-le-corps ce sujet. Et vous savez, des hommes, il y en avait beaucoup partout. Et je crois que ce n'est pas le sujet. Je suis un homme mâle blanc, dominant, de 60 ans. Ça ne m'empêche pas d'écrire ça, voyez-vous. Alors, on va s'intéresser à un pays qui a opéré une sorte de révolution depuis 2004, c'est l'Espagne, pays pionnier en Europe dans la lutte, vous le savez tous les trois, contre les violences faites aux femmes. Une loi, la loi transversale, existe là-bas depuis 2004. Regardez, c'est notre archive. Quand une femme porte plainte, services sociaux, police, justice doivent l'accueillir et la protéger aussitôt. Pour plus d'efficacité, la loi a prévu des unités de police et des tribunaux spécialisés. Ce sont des tribunaux spécialisés et il faut aussi que les magistrats qui les composent aient une formation adaptée. Car ce sont des affaires très complexes et elles nécessitent que les mesures prises soient coordonnées, tant au plan pénal, avec la sanction de l'agresseur, qu'au plan civil. Nini Goodman, c'est ça la clé des juridictions spécialisées en Espagne? Je pense que c'est ça, mais c'est aussi la révolution culturelle. Vous allez dans n'importe quel village en Andalousie, par exemple, eh bien, vous avez partout des campagnes de sensibilisation. On parlait tout à l'heure de l'éducation dès le plus jeune âge. En fait, faire une révolution culturelle et structurelle, ça veut dire dès le plus jeune âge, assumer de dire que nous sommes dans une société patriarcale et qu'on peut ouvrir le champ des possibles aux filles et aux garçons pour vivre dans une société égalitaire. Donc ça, c'est très important, la sensibilisation et ensuite, effectivement, une loi globale, cohérente, interministérielle. Vous considérez qu'il faut des juges, des vifs, des juges consacrés, dédiés aux violences intrafamiliales. Ça pourrait faire baisser le nombre de féminicides, comme ça a été le cas en Espagne. Ça a diminué divisé en deux en 5 ans. Effectivement, mais nous pensons effectivement, ça va dans le même sens de la connaissance, ça va dans le même sens la spécialisation, c'est-à-dire de mieux traiter dans une vision globale. Nous l'avons testé à Poitiers, où j'étais en poste avec Madame Jolicose. Nous avons créé des audiences où nous traitions avec les mêmes magistrats l'affaire civile et l'affaire pénale en même temps, c'est-à-dire le divorce et les violences. Ce qui rend des décisions très cohérentes, qui terminent la phase judiciaire, parce qu'on parlait de la violence administrative, mais la violence judiciaire existe aussi pour ces femmes. Ça clôt, ça donne des décisions cohérentes, notamment pour les enfants, parce que pensons aussi aux enfants qui sont dans ce milieu de violence. Voilà. Et je pense qu'il faut aller vers cette spécialisation d'une manière ou d'une autre. C'est une marque aussi, il y a aussi les mots. On parle aujourd'hui de classement sans suite. Il faudrait parler d'enregistrement sans poursuite, nous dit-on. Ça aussi, les mots sont importants dans la qualification des faits. Absolument, absolument. On parlait de magistrats spécialisés tant sur le volet pénal que sur le volet civil. Mais c'est vrai que quand en fait, une femme se présente devant le juge aux affaires familiales, dans le cadre de son divorce ou juste pour statuer sur les modalités de garde, évidemment, l'auteur des violences va dire « oui, mais la plainte de madame a été classée sans suite ». Alors, pour un juge aux affaires familiales qui n'est pas forcément formé au pénal ou au correctionnel, ça peut avoir une influence négative. Alors, nous, avocats, notre rôle, c'est aussi de demander la copie pénale, de vérifier sur quel motif, en fait, cette plainte a été classée sans suite. Bien souvent, on a la réponse infraction insuffisamment caractérisée, mais démontrer tout de même au sein de la copie pénale qu'il y avait des éléments tout de même où ça aurait pu donner lieu à des poursuites. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément en face de nous des juges aux affaires familiales qui sont formés. Nini Goodman, en même temps, il y a aujourd'hui des téléphones grave danger, des bracelets anti-rapprochement. On nous avait dit que ça allait
permettent la baisse du nombre de féminicides. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que derrière, il n'y a pas les moyens humains, il faut pouvoir contrôler, comme par exemple pour des ordonnances dont on parlait tout à l'heure. Alors je pense que peut-être le travers qu'on a en France, c'est de penser que différents outils mis bout à bout peuvent faire une politique publique. Je pense que si on veut une politique publique globale et cohérente, il faut penser la politique publique du bout de la chaîne, c'est-à-dire que reprendre et remettre les femmes au cœur du parcours de victime, c'est-à-dire entre le premier moment où elles décident d'appeler le 3919 ou alors d'aller dans une association directement ou toute autre démarche, d'aller chez une avocate, jusqu'au bout de la chaîne où on arrive à la reloger, il faut repenser les politiques publiques en remettant la dame au centre. Et c'est peut-être ça aussi notre difficulté aujourd'hui. La dame ou la jeune fille. Par ailleurs, par rapport au 3919, vous dites il y a un nouveau phénomène, il y a des contre-plaintes. Il y a des hommes qui appellent pour essayer de manipuler, de manipuler les femmes, les gens qui répondent. Alors nous, on a 83 associations dans le réseau de solidarité femmes et 100 000 appels au 3919. Des deux côtés, un phénomène qui monte, mais qui a toujours existé, c'est le phénomène des contre-plaintes. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, ça fait que les femmes n'ont plus confiance en la justice. C'est quoi ? Eh bien, ce sont des hommes qui portent plainte et c'est classé en violence réciproque. Et donc ça, c'est un petit peu compliqué pour nous de le comprendre à l'heure où parfois les femmes n'arrivent pas à obtenir justice et qu'elles ont des classements sans suite. Éric Corbeau, il y a un autre sujet, c'est la récidive aussi des auteurs. On a l'impression que c'est un mal sans fin. Ils ont commis, ils vont recommettre. Qu'est-ce qui manque là aussi ? Des formations, des stages de réinsertion, comme on dit, même si ça paraît il faut réfléchir à la peine, il faut réfléchir à l'exercice et à l'exécution de la peine, il faut réfléchir au contenu des stages. Il y a beaucoup de modes de réponse pénales. Il y a de l'emprisonnement, bien sûr. Vous savez qu'il y a presque 20 000 prisonniers actuellement qui sont détenus pour des violences conjugales. Intrafamiliales ou conjugales. Donc c'est énorme. Vous voyez le coût pour la société aussi de ce drame et de ce phénomène. C'est énorme. Il faut réfléchir effectivement à des modes, peut-être pour sortir de cette délinquance-là. Ça passe par la formation qui a été évoquée, par l'éducation, par quelque chose qui va plus au cœur du sujet. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre et nous éclairer sur, effectivement, vous l'avez dit, sur ce drame des féminicides et des violences intrafamiliales. Merci infiniment. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. On évoquera la mort du charismatique chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, l'autre légende du reggae avec Bob Marley, bien sûr, et le succès grandissant en France, c'est plus léger, de la techno médiévale. Mais oui, la danse des menhirs va vous faire hennir de joie. Mais d'abord, le mot vedette du jour, açaï, un fruit brésilien qui est devenu un super aliment en Occident, et ça, d'inévitables conséquences environnementales au Brésil, c'est entendu. Un super aliment, c'est l'açaï. Les fruits miracles comme l'açaï, c'est la baie d'açaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Açaï, terme portugais emprunté au tupi, une famille de langues autochtones d'Amazonie, traduisible par fruit qui dégouline, désigne le palmier wassaï et par extension la baie rouge-noire qui y pousse. Lors de la COP30 de Belém du 10 au 21 novembre, l'açaï a été central et présenté comme un parangon de socio-bioéconomie. En clair, fruit indigène cultivé dans l'état brésilien de Pará, où se trouve Belém, l'açaï serait un cadeau de Dame Nature, miracle social, biologique et économique, offrant moyens de subsistance locale et préservation de l'écosystème vital. Mais l'explosion de la demande occidentale, plus 15 000% de 2011 à 2020, a entraîné une açaïsation de la forêt. Consommées en Amazonie depuis 5000 ans, ces vertus ont été popularisées dans les années 90 par une famille locale à l'origine du jiu-jitsu brésilien. L'açaï est désormais élevé au rang de super aliment pour ses pouvoirs avérés, anti-inflammatoire, anti-cholestérol, antioxydant ou fantasmé, super anti-cancer, super anti-vieillissement, super anti-panne sexuelle. Grosse baie de 1 à 2 cm qui se récolte en grimpant au grand palmier des zones marécageuses, l'açaï se négocie 80 centimes le kilo à Abaetetuba. Fragile, il est broyé, puis congelé pour l'exportation. Magie du marketing, à Paris, un açaï bowl contenant 300 grammes de purée violette s'écoule à 12 €. En dépit de ses qualités nutritives et économiques, ce petit fruit forestier surconsommé charrie risque de monoculture, érosion des sols ou perte de biodiversité. Sa cueillette est un job souvent précaire et informel, donc sans traçabilité. Aux États-Unis, il figure même sur une liste de produits issus du travail des enfants. Açaï, ça ira, ça ira, ça ira.
Bravo Thibault Nolte, revoici Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour leur chronique, mais plus ou moins musicale quand même. On va évoquer avec vous, Xavier, le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, Rest in Spliff, disent déjà tous ses fans, qui est mort à 81 ans, mais oui absolument, son nom reste associé au reggae, évidemment, Reggae Night ou encore The Harder They Come, c'est lui, mais aussi, alors ça on le savait moins, au ska. Ah oui, c'est et la vous allez très nous belle parler histoire du ska, ouais. Elisabeth, parce que le 6 août 1962, la Jamaïque obtient son indépendance du Royaume-Uni, une indépendance au rythme d'une musique, c'est le ska. Alors, petit retour en arrière, vous savez que la Jamaïque est marquée par son passé colonial, par l'esclavage. Pendant des siècles, ce sont des millions d'hommes, de femmes qui sont déportés d'Afrique pour venir travailler dans les plantations. Et ici, comme ailleurs, dans ce contexte esclavagiste, la musique, ça sert à s'affirmer, ça sert aussi à résister. En Jamaïque, c'est le mento. Alors, c'est associé à une danse, ça a une influence que l'on retrouve en Afrique de l'Ouest, mais il y a quand même quelque chose aussi d'européen, un petit côté quadrille là-dedans. Alors, l'esclavage est aboli en 1838 pour la Jamaïque, mais le mento demeure avec ça, son parallèle. Écoutez comme c'est sublime, le calypso. Là, c'est Arrivé Lafont. L'idole. Arrivé Lafont, qui est né à Harlem, qui est né donc à New York, mais qui a des origines jamaïcaines. Alors, et Jimmy Cliff, Jimmy Cliff, lui, il est né en 1944. On est dans la paroisse de Saint-James, ça se trouve au nord-ouest de la Jamaïque, à un moment où la Jamaïque suit le rythme du shuffle. Alors, le shuffle, écoutez ça. Le shuffle, c'est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, quand les États-Unis implantent des bases militaires en Jamaïque, parce que l'idée, c'est de surveiller un peu ce qui se passe dans la région, et particulièrement Cuba, qui est juste à côté. Et donc, c'est ainsi qu'arrivent en Jamaïque des musiques qui naissent dans le monde afro-américain aux États-Unis. Vous avez du jazz, vous avez du blues. Et le shuffle est diffusé dans ce qu'on appelle les sound systems. Ce sont des grandes fêtes musicales. Alors, il y en a plein, elles se concurrencent les unes les autres. Il faut toujours être de plus en plus créatif. Et la Jamaïque, par sa situation, est un véritable carrefour. C'est la porte d'entrée de toutes ces influences. Alors, venues des États-Unis, vous avez par exemple, à ce moment-là, le rock'n'roll, la soul, mais... Attention, la Jamaïque veut conserver son indépendance. Alors, indépendance politique, ça, c'est une quête. Indépendance musicale aussi. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît le ska. You're my Miss Jamaica, my Miss Jamaica. Et oui, c'est ça. Et le ska, c'est vraiment ça. Énorme succès populaire, mais avec une petite note politique quand même dans cette histoire-là, en 1962. Donc, au moment de l'indépendance de la Jamaïque, Jimmy Cliff a 18 ans. Et il est baigné de toutes ces influences musicales et il devient une des figures du ska. Avant d'être associé à une autre musique, mais qui naît aussi en Jamaïque, c'est un peu plus tard, c'est le reggae. Mais vous le voyez, le mento, le shuffle, le ska et ensuite le reggae, tout ça, c'est la même histoire. Rasta ne pas oublier cette filiation. Ah, ska alors. Bon, bravo Mauduit. Alors Marie, on reste dans la musique ? On continue. Alors là, stupéfiant, un nouveau courant musical qui fait transpirer les festivaliers. Oui. Bon, pas des centaines de milliers, mais quand même des milliers, de plus en plus. La techno médiévale. Bah, c'est ça. Alors là, ok. Je vais vous faire écouter ce soir de la techno du Moyen-Âge. Je vous mets vraiment, tous et toutes, au défi de ne pas sautiller, au moins intérieurement. On va faire le test avec Perceval. C'est la star de cette petite famille musicale. Dansons la bière bandoule. On peut dire assez rapidement si on aime ou si on fuit. Ça, c'est le journaliste Jérôme Darmandraille dans Libération qui écrit ça. Libé qui consacre une double page à ce phénomène culturel qui est né sur les réseaux sociaux, TikTok pour ne pas le nommer, où Perceval, que vous venez de voir, a commencé à birbandouler il y a 2 ans maintenant, notamment parce qu'il a des racines bretonnes, ce garçon, et qu'en bon musicien, il connaît le pouvoir de la techno pour faire danser, mais il connaît aussi le pouvoir de la musique traditionnelle, trad, comme on dit, la musique ancienne, musique de sociabilité, avec des airs qui reviennent en boucle, des bourdons, des répétitions qui mettaient les danseurs et les danseuses en transe. C'est pas si bizarre que ça, finalement, de relier, de mettre ensemble ces deux musiques à danser. Ce sont des musiques de mouvement collectif. Au début,
Perceval fait rire absolument tout le monde. Et puis rapidement, il y a des professionnels de l'industrie musicale qui vont s'apercevoir que la demande pour aller le voir en concert est réelle et énorme. On a vu arriver des gens dans le public déguisés en chevaliers qui venaient l'écouter à 4h du matin à la fin d'un festival. Là, on a compris qu'il se passait quelque chose. Se souvient un des agents de Perceval. Alors, ce qui marche, outre le fait que cette techno médiévale, elle est extrêmement dansante et festive, c'est aussi que, vous l'avez vu, on rencontre des personnages très forts, décalés, identifiés. Donc Perceval qui a tout le temps son home, il le garde, il le quitte jamais. Puis aussi Bardix le Gaulois qui, lui, se présente avec ses cornes et ses lunettes de soleil. C'est complètement absurde, c'est drôle. C'est surtout pas réac. Jure, c'est pas l'idée, c'est pas le Puy du Fou. Oui. En fait, c'est une musique qui est assez fédératrice. Constate un troisième larron, mon préféré, qui s'appelle Roland Cristal, qui, lui, il voit une désacralisation de la très sérieuse techno allemande, pointue, élitiste, puriste. Je vous fais écouter juste le début de sa ritournelle des menhirs. Il les collectionne. 1, 2, 3 menhirs, je fais la collection des menhirs. Et 1, 2, 3 menhirs, j'en fais la collection. 1, 2, 3 menhirs, je fais la collection des menhirs. Et 1, 2, 3 menhirs, j'en fais la collection. Moi aussi. J'étais sûre que vous alliez danser. Mon menhir. Alors, est-ce qu'on a affaire à une nouvelle French Touch, carrément, se demande à la fin de l'article de Libération un des producteurs. Il paraît que Perceval pourrait bientôt percer à l'international. Même les États-Unis seraient des clients potentiels de cette musique. Une croisade au nom de la danse, moi, ça me va, je valide. Eh bien, écoutez, merci de votre fidélité à tous. Quelle joie, ce truc. À demain, 20h05. Tchuss.